à toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Donc, je suis Michel Salem-Sermanet, je suis le président d'Alumni for the Planet et je suis très heureux de co-organiser avec ESSEC Transition Alumni ce webinaire. Je vais dire quelques mots d'introduction sur Alumni for the Planet et l'objectif de ce webinaire, et ensuite je laisserai Sandrine Benatar, qui représente ESSEC Transition Alumni, dire également un mot d'accueil, et ensuite, bien sûr, nous laisserons intervenir voilà, deux intervenantes de choc, Noël Bernard et Marie Kernec. Alors, Alumni for the Planet existe depuis 3 ans et notre objectif, c'est finalement ce qu'on va faire ce soir, c'est d'aider les nombreux alumni qui souhaitaient, pour la plupart d'entre vous, agir en faveur du climat et de l'environnement, en particulier dans votre sphère professionnelle, hein, parce que vous avez bien conscience de la nécessité d'agir davantage, mais beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas toujours comment faire, ou même est-ce qu'il est possible, au sein d'une grande entreprise ou organisation, d'avoir un impact. Et en fait, c'est ça l'intuition que l'on a eue à Alumni for the Planet depuis quelques années, c'est de dire en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent au sein de leur organisation et qui ont un impact. Et en fait, faire connaître ces actions individuelles et puis rapidement collectives, peut inspirer beaucoup d'autres personnes au sein des entreprises et organisations à s'engager elles-mêmes et à leur tour avoir un impact. Donc c'est ça qu'on a envie de proposer ce soir, c'est le témoignage de Noël Bernard, qui agit depuis plusieurs années au sein du CHU de Bordeaux et qui va vous raconter voilà, ce qu'elle a fait et finalement comment vous-même, vous pouvez, dans un contexte bien sûr différent, un jour décider de vous engager et petit à petit, en embarquant un certain nombre de collègues, la direction, etc., commencer à mener des actions qui ont un réel impact. Voilà, c'est ça notre conviction, parce que nous sommes convaincus qu'évidemment, il faut faire davantage, que les entreprises ou les organisations en général ont un rôle crucial à jouer. Ce n'est pas uniquement aux dirigeants, sur les dirigeants que ça repose, mais sur l'ensemble des collaborateurs et en particulier l'ensemble des cadres. Et donc, les diplômés de l'enseignement supérieur ont un rôle important à jouer, puisque, comme vous le savez, il faut transformer notre société, transformer les entreprises et organisations et le faire vite. Les diplômés de l'enseignement supérieur voilà, ont des leviers d'action, peut-être un peu plus que les autres, et donc ça repose sur eux, et on a envie de les accompagner, de leur démontrer que c'est possible, puisque d'autres le font, et leur donner des clés concrètes pour agir efficacement. Pour terminer, je dirais que nous avons aussi le souci d'évaluer en permanence l'impact de ces webinaires, et donc je précise que vers la fin du webinaire, Florian, notre chef de projet, mettra en ligne dans le chat un sondage qui prend 2-3 minutes à remplir et qui permet d'évaluer finalement ce que vous retirez de ce webinaire en termes de passage à l'action. Parce que c'est important, c'est pour nous que ça déclenche l'envie d'agir, la compréhension voilà, de comment vous pouvez agir à votre niveau. Et voilà, et donc on vous demandera de renseigner ce webinaire et on vous donnera, si on les a, les résultats en ligne, mais de manière générale, à peu près les 2 tiers des participants nous disent leur intention de passer à l'action sous une semaine suite au webinaire, et donc c'est très encourageant. Donc merci encore à ESSEC Transition Alumni, et je passe tout de suite la parole à Sandrine Benatar pour un mot d'accueil de sa part. Bonjour, bonjour Michel, bonjour et merci en effet à Alumni for the Planet d'avoir coordonné ce webinaire. C'est vrai que Marie, on la connaît bien à ESSEC Transition Alumni, donc qui a été créée aussi en octobre 2020, avec la même envie, avec même une envie d'aller un peu au-delà, puisque nous, notre idée, c'est l'idée des cofondateurs, c'était vraiment de faciliter la transition systémique, environnementale et sociale, à la fois des ESSEC, des alumni, mais finalement de toutes les communautés ESSEC, c'est-à-dire ça va de l'école à comment on peut aider les professeurs, à comment on embarque la fondation, utiliser finalement tous les leviers qu'on avait pour faciliter cette transition. Et donc, c'est beaucoup pour les alumni qui sont en entreprise, mais aussi pour ceux qui veulent se reconvertir. On a lancé un forum des métiers de la transition.
avec Apolline Bouller qui a créé ça la première année seule et puis en open source avec d'autres écoles. Donc, on est évidemment dans ces idées de partenariat et de travailler avec tout ce qui existe pour finalement sensibiliser et puis outiller, former, inspirer. Enfin, voilà. Donc, finalement, quel est le parcours comment on peut faire avec tous les leviers qu'on a pour finalement transformer ce qu'on enseigne à l'école et ensuite dans les entreprises, comment les alumni en charge peuvent prendre ces sujets-là et donc pour ça, se sensibiliser. Donc au fil de l'eau, ça s'est développé. En fait, au fil de l'eau, on travaille beaucoup avec l'association elle-même d'ESSEC Alumni qui s'est staffée sur ces sujets-là. Et donc, notre rôle, finalement, évolue à la fois pour être en synergie, pour accompagner, fournir des animateurs dans les fresques du climat, de la diversité et de l'atelier d'automne qui sont proposés toutes les 6 semaines, mais également avec, par exemple, je mettrai dans le chat tout à l'heure, une idée au départ, c'était de quels outils ont besoin les personnes justement en entreprise pour travailler là-dessus. Et on a eu l'idée, c'est devenu un podcast que je vais vous partager, qui s'appelle Bouge de là et qui est finalement justement sur ce que vous disiez, Michel, c'est-à-dire comment, une fois qu'on est en entreprise, avec des témoignages de personnes comme Marie également, comment on fait pour faire bouger les choses. Voilà. Donc, Marie, on l'a rencontrée à cette époque et puis elle est aussi dans le shift, donc on est ravis de la retrouver là. Et je crois que le plus simple, c'est de lui passer la parole, du coup, ou à Noël. Merci Sandrine. Je vais juste dire un dernier mot en termes d'outils, puisque ça a été évoqué. Si vous allez sur le site d'Alumni for the Planet, vous pouvez vous enregistrer, c'est gratuit, et Florian a mis le lien dans le chat. Ça vous permet d'identifier les autres personnes, il y a à peu près 4500 personnes qui se sont déjà enregistrées, ça vous permet d'identifier les personnes qui se sont enregistrées, c'est-à-dire qui indiquent leur envie de faire bouger de l'intérieur l'entreprise et qui sont dans la même entreprise que vous. Et pour des entreprises d'une certaine taille, vous en aurez plusieurs dizaines et ça vous permet de vous mettre en relation au sein de votre entreprise avec d'autres personnes qui ont la même envie que vous, parce que dès qu'on veut mener une action, si on est seul, c'est compliqué. Là, vous pourriez rapidement être un très gros, donc c'est utile. Voilà. Je n'en dis pas plus. Merci beaucoup, Sandrine. Et je laisse donc maintenant Marie qui va un peu planter le décor et vous expliquer pourquoi il est si important de s'attaquer à la décarbonation du secteur de la santé, puisque Marie est experte du domaine et elle est également experte en diaporama, puisqu'elle va vous présenter 45 diapos en moins de 20 minutes. Donc voilà, Marie, c'est à toi. Merci pour l'introduction et bonsoir à tous. Oui, effectivement, j'ai préparé un petit support, c'est plus facile et notamment pour ceux qui ne sont pas baignés dans la santé au jour le jour. Donc, Marie Kernec, je suis effectivement une ancienne ESSEC et je suis collaboratrice Shift Project et par ailleurs directrice HESP internationale et consultant en gestion de la santé durable. Alors, donc, avec le Shift Project, on a produit un rapport il y a un peu plus d'1 an et c'est sans doute une bonne introduction pour comprendre les enjeux les plus importants dans ce secteur spécifique. Donc, je vais vous passer en revue un petit peu ce que l'on a fait et vous donner quelques illustrations. Alors, d'abord, le Shift Project, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un think tank qui réfléchit en termes d'économie post-carbone, qui réfléchit en termes de flux d'énergie. Et les travaux depuis 2020 se sont concentrés sur le PTEF, plan de transformation de l'économie française, avec l'objectif de rester dans les accords de Paris, ce qui paraît de plus en plus difficile, en tout cas de limiter l'augmentation de température au moins à plus de degrés. Ça veut dire évidemment une baisse très importante, moins 80% des émissions. C'est moins 5% par an et c'est une empreinte moyenne de Français divisé par 5. Il n'y a pas que le carbone, il n'y a pas que les changements climatiques qui ont un impact sur la santé, un environnement dégradé depuis longtemps a un impact sur la santé. L'OMS parlait dans des papiers déjà anciens de 13 millions de décès attribuables à un environnement altéré, 50 000 décès en France.
de par la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les perturbateurs endocriniens, les microplastiques, et en termes de pathologies, cancer, des pathologies cardiovasculaires, respiratoires, et on voit une évolution des publications avec l'identification de microplastiques dans le sang, dans le placenta. On a beaucoup parlé pendant la crise Covid du concept One Health, on continue à en parler, avec une santé humaine qui est totalement liée à la santé animale et à la santé de l'écosystème tout court, de l'environnement. Alors le changement climatique vient amplifier ces dégradations et son impact sanitaire. Donc les canicules, sécheresses, tous ces effets directs que vous connaissez malheureusement tous, qui sont de plus en plus présents, vont avoir un effet sur l'état de santé de la population et sur la capacité du système à faire face. Donc ça va peser sur les soins de premier recours, les hôpitaux, les services d'urgence et toutes les ressources dont l'hôpital a besoin pour faire face, avec des vrais questionnements sur la capacité du système de santé tout simplement à répondre à des crises multiples et répétées. Et également avec l'implication que le système de santé, on va le voir, a lui-même un vrai rôle, enfin une vraie action en termes d'émissions. Donc c'est un cercle absolument vicieux. On s'est intéressé donc au sujet santé avec le Shift Project au sein du PTEF, parmi différents secteurs de l'économie, parce que donc c'est un secteur doublement exposé. Donc il y a un vrai enjeu de résilience. D'une part, il y a un impact direct de la dégradation de l'environnement, du dérèglement climatique sur la santé et sur le système. Et d'autre part, c'est un système qui est très dépendant aux énergies fossiles et donc très vulnérable à leur approvisionnement. La santé est devenue extrêmement technologique, etc., les robots. Quand l'énergie fossile devient un sujet, c'est un système qui doit être repensé en termes de résilience pour pouvoir venir les années à venir. Donc, c'est un gros secteur de l'économie, c'est aussi un très important employeur. C'est un secteur qui a besoin de continuité de service et qui a un fort devoir d'exemplarité, un vrai rôle d'ambassadeur pour le reste de la population. On a regardé ce qui existait. Les Anglais avaient travaillé sur le sujet. Ils avaient déjà fait plusieurs bilans carbone de leur système de santé. 5% des empreintes de l'empreinte nationale et ont mis en place une vraie stratégie et un programme national assez structuré. Ont été capables aussi de démontrer des vraies réductions en termes d'énergie. Et ce qui reste à travailler, c'est vraiment la supply chain. Et vous allez voir qu'on arrive à des conclusions similaires. La supply chain, donc tout l'approvisionnement, finalement, ce que l'on consomme dans le système de santé, tous les produits de santé. Il y avait également Healthcare Without Harm, qui est une ONG américaine qui travaille sur le sujet depuis longtemps et qui avait produit des papiers très intéressants. On a donc considéré l'ensemble du secteur santé avec donc ces hôpitaux, et tous les soins de ville, et puis absolument tous les acteurs. On avait laissé de côté les administrations de la santé qui étaient prises en compte dans un autre rapport du chiffre. Et on a considéré ce qui avait été produit en termes d'émissions carbone. Les bilans carbone sont obligatoires pour certains hôpitaux, en tout cas pour une certaine taille d'hôpitaux depuis 2012, par la loi Grenelle. On a constaté que 20% seulement étaient faits, et parmi ces 20% avaient un scope 3. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués de ce jargon, le scope 3, globalement, le scope 1, c'est les émissions directes, le scope 2, c'est l'électricité, le scope 3, c'est tout le reste, et en général, c'est la plus large partie. Donc, on s'est rendu compte que les données étaient assez limitées. Et quand on regardait les produits de santé, là, pour le coup, il y avait presque pas de publications. Certaines données existent dans l'industrie, mais ne sont pas publiées. Donc, on est parti des données de consommation avec des facteurs d'émission qui existaient, qui avaient été calculés par l'ADEME et qui étaient similaires à ceux du système anglais.
Ce que l'on a trouvé, c'est que l'empreinte carbone globale du système représente 8% des émissions nationales, que le gros du sujet, ce sont, comme les Anglais, c'est la supply chain, hein, c'est les produits de santé que l'on utilise, l'achat de médicaments, les dispositifs médicaux, qui représentent plus de 50% des émissions. Et les autres sources d'émissions, ce sont les déplacements, consommation d'énergie, et puis les immobilisations, l'alimentation. Par ailleurs, le Shift Project publie tous ces données, donc tout est sur le site du Shift Project. Merci. Donc, on a proposé une première feuille de route. Alors maintenant, tout le monde s'est emparé du sujet, donc c'est fantastique à voir, mais on va dire il y a 1 an et demi, ça n'était pas encore le cas. C'était un sujet dont très peu de personnes parlaient. Il y avait, on dirait, une poignée de gens qui s'intéressaient au sujet depuis une dizaine d'années. Et dans le but donc d'atteindre notre objectif, avec des mesures, on dira, transversales, le besoin d'avoir un pilotage national fort comme le NHS avait mis en place, le besoin de décloisonner santé et environnement également. C'est un sujet prioritaire, hein. Il doit être dans toutes les nouvelles législations, il doit être dans toute la contractualisation. Sensibiliser, former, c'est essentiel, les professionnels et les usagers, parce que eux aussi ont un rôle important pour faire évoluer le système. Rendre obligatoire les émissions indirectes, on l'a vu, c'est 80% du sujet, donc si on ne les regarde pas, c'est problématique. Développer la recherche sur cette thématique. Donc, rendre obligatoire, ça l'est, hein, mais faire que ça se soit fait, que tous les établissements aient des projets d'établissements éco-responsables, financer, structurer les initiatives de prévention et soutenir la mise en partage des savoirs. C'est trop urgent pour que chacun garde ses données, il faut partager. Alors, des mesures sectorielles, je vais passer très rapidement, mais on en a donc proposé pour les différentes thématiques, donc pour les déplacements, hein, les flottes de véhicules électriques. On sait que ce n'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que le diesel. Les plans de mobilité d'établissement, évidemment. Donc, tous les établissements aujourd'hui sont en train de mettre en place ces mesures. Donc, encourager le covoiturage également de patients. Donc, certaines sociétés savantes essayent d'encourager pour certaines prises en charge ce type d'initiative. Les solutions numériques, quand elles sont, on dira, utilisées à bon escient, et en général limiter au maximum les déplacements si on peut éviter. Les consommations d'énergie, c'est devenu évidemment un sujet prioritaire de par la flambée des prix de l'énergie. Donc, organiser la sobriété des usages. Il faut bien se rappeler qu'il y a quelques années, les hôpitaux, c'était des halls de gare, toujours ouverts, toujours chauffés, toujours allumés. Ça, aujourd'hui, tout le monde est beaucoup plus vigilant et en soi, c'est une bonne chose. Donc, le chauffage, on utilise beaucoup de clim, hein, dans tous les services, dans les blocs. Donc, les différents régulateurs d'éclairage, etc., sobriété numérique, bien sûr. Rénover, massifier la rénovation thermique, et puis les nouveaux bâtiments qui sont construits, les concevoir d'emblée de manière beaucoup plus éco. En termes d'alimentation, déchets, je vais revenir sur les déchets alimentation, il y avait aussi un support législatif qui permettait d'avancer, la loi Egalim et la loi AGEC. Donc, c'est systématiser l'offre de repas en approvisionnement local et de saison avec option végétarienne, et évidemment, travailler à la réduction des déchets en général et l'optimisation du tri et leur valorisation. Alors, pourquoi les produits de santé prennent cette place dans le bilan carbone? Quand on regarde le cycle des produits de santé, le côté production est souvent très international, hein, 70% des produits utilisés en France arrivent de Chine, d'Inde et d'autres pays. Donc, c'est vraiment la grosse source. Et puis, il y a tout l'aspect de distribution aussi. La distribution, je vais passer très vite, mais 22 000 officines, ce sont les pharmacies de ville, 2500 pharmacies d'hôpitaux en France.
jusqu'à très récemment, ce n'était pas un sujet. Donc, il y avait des va-et-vient permanents, 4 à 5 approvisionnements, non, pardon, 3 à 4 approvisionnements par jour pour les officines en moyenne, de camions souvent vides avec des grandes boîtes, et puis du packaging non optimisé aussi. Donc là, il y a vraiment un travail important d'optimisation. Ensuite, les chaînes de production. La photo de droite, ça vous montre un travail qu'a fait un interne de Lille qui s'appelle Gabin Montmal, qui a suivi un kit d'injection intra-vitrine. Alors, il s'est beaucoup baladé, le petit diapo s'est beaucoup baladé, donc il est déjà connu. Il a calculé qu'un petit kit usage unique faisait plus de 200 000 km autour de la planète pour arriver au bloc, et il est utilisé en 5 minutes. Bon, une fois qu'on a vu ce genre de choses, on se dit, c'est pas possible. Il faut faire, enfin, on ne peut pas rester indifférent. À gauche, c'est une patiente qui avait demandé qu'on garde le matériel utilisé pour son intervention cancer du sein, et elle en a fait aussi un petit film. Ça, ce sont des images un peu choc, mais c'est la réalité du terrain. Les hôpitaux sont pleins de plastique. Depuis 20-30 ans, voilà, on est passé à une consommation de plastique effrénée. Or, on sait que le plastique est quand même très peu recyclé aujourd'hui. Donc, ce sont des habitudes de consommation à faire évoluer. Alors, réduire la demande, réduire le gaspillage pour commencer, travailler à la pertinence des pratiques plus sobres et résilientes. Donc, travailler avec les utilisateurs, les prescripteurs, et puis d'un autre côté, travailler avec l'industrie à faire évoluer les choses, relocalisation d'une partie de la production. C'est l'éco-conception du matériel en amont, c'est encourager l'économie circulaire, que les acheteurs affinent leurs critères, et bien sûr, il y a déjà un très gros travail de fait. Et puis, petit à petit, c'est conditionner la délivrance des autorisations. En tout cas, c'est ce que nous avions préconisé dans ce rapport, à la transparence sur l'empreinte carbone. Et bien sûr, ça nécessite un dialogue sur la durée, parce que ces changements ne se font pas du jour au lendemain. Donc, c'est un vrai dialogue, une vraie feuille de route sur la durée. Donc, je redis, en termes de consommation, puis-je me passer de ce produit, réduire, réutiliser tout ce qui peut l'être, retraiter ce qui est déjà fabriqué en usage unique. Est-ce qu'à un moment donné, il est possible de retraiter certains DM comme de dispositifs comme ça se fait dans d'autres pays, acheter de la façon la plus responsable possible et recycler au maximum. Donc, c'est toutes les filières de papier carton, de métaux, les petits doudous ont fait un travail extraordinaire, de biodéchets et progressivement de plastique aussi, en sachant que les filières-là, pour l'instant, sont vraiment à développer. L'importance de travailler à l'international sur ces feuilles de route avec l'industrie pour qu'on avance tous ensemble vers, comme le NHS l'avait fait, vers des objectifs atteignables. Le NHS a demandé à tous ses fournisseurs pour 2028 une transparence sur l'empreinte carbone des produits. J'avance un petit peu, donc encore une fois, la nécessité, donc aujourd'hui, tout ce travail est en cours, il y a vraiment un besoin là de stabiliser une méthodologie de référence sur l'évaluation des produits et une base de données qui va être progressivement accessible à tous les professionnels. Quand on utilise ça plutôt que ça, eh bien, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, c'est vraiment en construction aujourd'hui. Alors, au sein des établissements, il y a tout ce sujet, donc évidemment, éviter le gaspillage au maximum, mais aussi réfléchir en termes de pertinence des soins. Et ça, c'est extraordinaire. Noël va nous en parler avec beaucoup de passion tout à l'heure. C'est réfléchir à ce que l'on fait, essayer de le faire aussi bien, mais de façon plus sobre. Alors, les différentes sociétés savantes s'en sont emparées et c'est très, très bien. Il y a vraiment un mouvement fantastique en cours. La SPAR, c'est les anesthésistes qui travaillent sur le sujet depuis longtemps et qui travaillent sur les gaz qu'ils utilisent, sur le matériel qu'ils utilisent, qui émettent des tas de recommandations intéressantes. La néphro verte, par exemple, il y a un groupe de travail
au sein de la Société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation, qui est très actif. Donc, la néphrologie consomme énormément d'eau, consomme énormément d'énergie, etc. Donc, ils réfléchissent à comment rendre cette fonction la plus green possible, avec également un engagement des patients très fort. C'est une autre illustration tout à fait remarquable en immunologie. Alors, c'est un petit peu plus spécifique et moins connu du grand public, mais un travail absolument extraordinaire où une équipe d'immuno a repris tout simplement tout le parcours et simplifié, a rendu pour la même qualité le parcours plus sobre et donc moins producteur de gaz à effet de serre et également moins coûteux in fine. Donc, les clés au sein de l'établissement pour passer de démarches d'initiative isolées à des vraies démarches de projets d'établissement, c'est regarder ce qui se fait sur le terrain, c'est repérer les gens parce que Noël va le dire, Noël en est une grande championne, mais c'est un sujet dont les gens se sont déjà emparés. Et donc, c'est aller chercher les champions où ils sont et les rassembler. Créer ces groupes ces groupes de pilotage qui vont permettre d'essaimer, c'est montrer un engagement clair de la direction de la CME pour les établissements de santé, donner le cap sur la durée, c'est sensibiliser, on l'a dit, former tout le monde, c'est utiliser, c'est partir d'un existant, donc un bilan de départ, c'est quand même utile pour savoir ce que l'on aura amélioré, prioriser parce que c'est un sujet tellement large. On ne peut pas tout faire à la fois. Donc, il faut se fixer quelques objectifs atteignables, utiliser les outils qui existent parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être produites et ce n'est pas la peine de réinventer la roue à chaque fois. Donc, on a dit faire de la recherche, évaluer puis célébrer. Parce que derrière ces démarches, il y a un vrai enjeu de bien-être collectif. Ce sont des démarches qui ont du sens. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a une vraie difficulté à motiver les équipes, à garder les équipes sur la durée. On voit que ces démarches sont extrêmement attractives pour les équipes parce qu'elles redonnent du sens. Donc, il y a des vrais co-bénéfices à ces démarches. La recherche, l'enseignement fondamental, investir dans la recherche et dans l'enseignement. Quelques exemples très rapidement et j'aurai fini. Où je conclurai. Donc, un exemple de Niort, un hôpital qui travaille sur le sujet depuis longtemps, qui est assez modèle dans le genre. Un autre, Sud-Aveyron. Ce sont toujours à l'origine des personnes passionnées qui se sont lancées. La PHM qui s'engage très fortement avec des initiatives partout. Alors, il y a beaucoup d'hôpitaux maintenant qui ont des démarches actives. J'en cite quelques-uns de différentes tailles. Et Bordeaux, dont Noël va nous parler tout à l'heure. En conclusion, malgré ces mesures diverses, les calculs que l'on a faits avec le Shift montraient qu'on n'arrivait pas, malgré tout, à décarboner le système de santé à la hauteur que l'on souhaitait, que l'on voulait atteindre. Ce qui nous a fait conclure que dans tous les cas, notre système est aujourd'hui trop consommateur, beaucoup trop hospitalo-centré et qu'il y a un vrai changement de paradigme et aussi de financement pour engager ce changement de paradigme absolument nécessaire pour la résilience du système à terme. Notamment investir dans la prévention. Alors, ça devient un sujet de plus en plus, mais ça reste 2% du budget de la santé aujourd'hui. Or, les déterminants de santé sont à 85% hors des soins. Voilà, donc le point, c'est que le système doit évoluer vers un système moins consommateur. Et donc, investir dans la prévention pour pérenniser notre système de demain, c'est auprès des usagers, bien sûr, dans des démarches territoriales de démocratie en santé, des campagnes de sensibilisation engageantes, des diagnostics précoces, et c'est auprès des professionnels de santé de ville, en sensibilisant, en s'appuyant sur l'exercice coordonné, en encourageant la sobriété pharmaceutique, en développant le rôle de santé préventive des pharmaciens d'officine. Voilà,
le parcours que l'on imagine. Merci beaucoup. J'ai fini pour ma part. Quelques ressources qui peuvent intéresser éventuellement par la suite. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Voilà, un grand merci Marie. Il y a quelques questions dans le chat. Donc déjà, bravo pour cette présentation extrêmement intéressante, détaillée et surtout pour avoir réussi à passer ces 45 diapos en un temps record. Mais tu es habitué, je pense. Alors, il y a une question sur un peu le jeu des acteurs. Hein, alors, en particulier les fabricants de dispositifs médicaux, les entreprises pharmaceutiques. Alors, est-ce qu'elles ont pris conscience de l'enjeu? Est-ce qu'elles sont allantes pour réduire l'impact carbone de leurs dispositifs, des médicaments, ou est-ce qu'elles sont réticentes? Est-ce que, voilà. Non, il y a un réel mouvement, hein. Il y a eu un gros travail cette année fait par l'industrie pharmaceutique avec une feuille de route de décarbonation portée par le comité stratégique de filière. Maintenant, beaucoup d'actions aujourd'hui se concentrent sur ce que l'on appelle le scope 1, scope 2, hein, et beaucoup sur la production dans le pays. Donc là, il y a des actions diverses qui sont mises en place. Le gros sujet et la grosse difficulté, c'est de rapatrier toutes ces chaînes de production très internationales qui ont été déployées notamment, encore une fois, en Chine, en Inde et autres. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'avoir une compréhension fine du sourcing, c'est-à-dire de tous les fournisseurs en amont, puisque l'industrie elle-même porte le poids des fournisseurs qu'elle va utiliser. Donc là, je dirais, le travail commence. Enfin, mais il y a des actions, par contre, très, très concrètes qui sont mises en place sur le scope 1 et 2 et une volonté d'avancer. Voilà, maintenant, la route est quand même longue. Okay. Il y a une question sur les kits à usage unique, mais on pourrait parler d'autres dispositifs qui font plusieurs fois le tour de la Terre. Est-ce que le fait d'acheter des produits locaux, fabriqués en France ou en Europe, a un coût plus élevé? On imagine que oui. Et du coup, voilà, comment, comment payer la différence? Est-ce qu'au niveau des hôpitaux, ils sont prêts à payer le prix? Comment on imagine résoudre cette équation économique? Encore une fois, en jouant à la fois sur la demande et sur la chaîne de production. Sur la demande, comme Noël va vous en parler, on est capable de faire quand même des très gros progrès en termes de consommation, en réfléchissant à comment on le fait. Donc, consommer peut-être moins et consommer mieux. Mais effectivement, un produit qui va être produit en France, dès lors qu'il faut regarder les composants du produit et les fournisseurs impliqués, mais oui, il y aura une charge carbone inférieure. D'accord. Alors, une question là à l'instant, est-ce que l'étude qui a été faite, toute cette analyse porte sur l'ensemble du secteur, donc public et clinique privée? Oui. Voilà. Et est-ce que les cliniques privées sont partie prenante de toutes ces réflexions, de tous ces changements à faire? Oui, absolument, oui. Tout le monde est en mouvement et les cliniques aussi, hein. Et encore une fois, ça vient toujours de personnes motivées et il y en a partout. Il y en a dans les hôpitaux publics, dans les cliniques privées, dans les ESPIC, dans les établissements médico-sociaux. Et après, l'idée, c'est vraiment de partir de toutes ces initiatives, de cette bonne volonté de gens qui ont tilté à un moment donné et qui veulent y aller pour en faire collectivement un projet d'établissement. Au niveau des stratégies d'achat, au niveau des acheteurs, est-ce qu'on constate dès aujourd'hui que des critères sur l'origine des produits, le transport sont mis en place? Alors, les acheteurs ont déjà beaucoup travaillé sur le sujet, hein, je pense à Resa et d'autres, des centrales d'achat. Maintenant, comme je le disais, la méthodologie d'évaluation des produits n'est pas encore totalement arrêtée. Les Anglais, ils ont été clairs, ils ont dit on va regarder l'empreinte carbone, on vous donne tant d'années pour le produire, hein, mais c'est ce qu'on va regarder.
Aujourd'hui, le risque, c'est que tout le monde parte un petit peu sur ses propres critères. Et c'est pour ça que je disais sur une des diapos qu'il est vraiment important et urgent qu'on puisse collectivement arriver à une méthodologie commune et une base commune, une base d'évaluation commune. Mais oui, il y a une volonté d'augmenter les critères, en tout cas environnementaux, dans tous les appels, dans tous les appels d'offres. Une question sur les actions de sensibilisation. Voilà, est-ce que des actions sont organisées, peut-être que Noël le dira aussi, hein, au sein des équipes médicales sur ce sujet, parce qu'on parle de changement des pratiques. Alors, d'abord, il y a des formations qui se mettent en place. C'est une de mes slides. Marine Sarfati, qui fait partie du groupe de travail, a développé un premier module de formation à Lyon pour la fac de médecine. Et ça s'est diffusé très rapidement, puisqu'il y a un nombre important maintenant de facs qui vont appliquer ces modules et des FSI également, d'écoles d'infirmiers. Donc ça, c'est très, très bien en formation initiale. Et en formation continue, il y a des demandes permanentes de formation, à la fois des établissements, des sociétés savantes, de tout le secteur de la santé. Donc oui, c'est vraiment, il y a une demande très forte. Et encore une fois, il y a 2 ans, ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, c'est un très gros sujet. Il n'y a plus un congrès, plus rien qui n'a pas sa demi-journée transformation écologique. Donc, on avance dans le bon sens. Mais effectivement, la route est longue. Alors, sur la question du coût, voilà, la personne qui a posé la question reste un peu dubitative, hein, et on peut la comprendre sur le fait que voilà, un hôpital va réellement payer plus cher pour un produit local, et donc elle cite la filière pour la fabrication à usage unique qui est un peu en difficulté aujourd'hui. C'est un changement culturel et aussi une appropriation des acheteurs, de l'ensemble des acheteurs. Quand je dis qu'il y a eu un très gros travail de fait, oui, il y a aussi encore beaucoup de formation. Et puis, c'est aussi un engagement stratégique. Quand la direction de l'hôpital s'engage stratégiquement sur le sujet, on fait des choix. On va faire des choix de prioriser ces produits plus que d'autres. Inversement, comme je le montrais tout à l'heure, quand on revoit les pratiques en immunologie, on peut faire, sur un service d'immunologie précis, on peut faire 500 000 d'économies. Donc, tout sera à la fois une adaptation de la demande, plus de sobriété dans la demande et cibler des produits plus adaptés qui peuvent être éventuellement un peu plus chers. Mais il faut jouer absolument sur ces 2 leviers. N'hésite pas, Noël, à rajouter, hein, si tu veux, mais tu vas avoir la parole. Oui, je peux rajouter là, effectivement, je pense qu'on a effectivement un gros travail de changement de mentalité à faire. Et bon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, on investit 2% dans la prévention et donc 98% dans les soins. Et là, aujourd'hui, bon, moi, je vais vous le dire, ça fait un petit moment que j'exerce, mais il y a des pathologies qu'on voit aujourd'hui qu'on ne voyait pas avant. Et donc, à un moment, il faudra qu'on prenne la décision d'arrêter de créer des pathologies. Hein, je pense à toutes les pathologies qui émergent liées aux pesticides et autres. Donc, il faudra peut-être qu'on arrête de créer des pathologies, qu'on s'attelle plus fortement à la prévention. Vous imaginez, quand on évite de créer des pathologies, on fait énormément d'économies. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme à faire. Et puis, effectivement, peut-être montrer qu'on peut générer des économies aussi en étant plus attentif à nos consommations. Ça, j'y crois beaucoup. Et en même temps, il ne faut pas se leurrer, il faudra investir aussi un budget pour accompagner la transition, comme on le fait, comme il faut le faire dans tous les secteurs. Donc oui, ce sont des choix aussi de société à faire si on veut que la dite société perdure, quoi. Voilà. Donc il y a des enjeux très, très, très forts, effectivement. Okay, très bien, merci beaucoup. Donc, merci pour cette première séquence, hein. Donc, merci à Marie, hein, qui a parfaitement planté le décor. On enverra à tous les participants
les diapos, vous aurez le replay également. Donc, vous avez bien compris l'enjeu de décarboner le secteur de la santé. À plusieurs reprises, Marie a évoqué le fait que dans beaucoup d'organismes, il y a des personnes motivées, qui s'emparent du sujet et font bouger les choses. Et c'est encore une fois ça l'idée d'Alumni for the Planet, c'est que c'est sur ce levier qu'il faut s'appuyer pour la transformation de notre économie, donc sur un certain nombre de personnes qui s'engagent et qui font bouger les choses. Et donc, je laisse tout de suite Noël et donc Marie qui va animer cette deuxième séquence pour vous montrer l'exemple personnel et très convaincant, très inspirant de Noël, ce qu'elle a fait depuis des années au CHU de Bordeaux. Donc, Houston, Merci c'est à vous. beaucoup. Alors, Noël, peut-être tu peux commencer par te présenter, nous dire où tu travailles, ton rôle et ce que tu as fait en faveur de l'environnement dans ton organisation. Alors, d'abord, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Voilà, un peu émue d'être ainsi sur la sellette, mais bon, c'est ce que vient de dire Michel est important, effectivement, et tu l'avais dit, Marie, il y a des actions qui peuvent émerger de personnes ciblées. Bon. Donc, pour démarrer, moi, je vais me présenter. Je suis praticien hospitalier, donc médecin hospitalier depuis bientôt 32 ans, voilà, et à la retraite depuis hier, donc. Voilà, et donc médecin dans un service de médecine interne et maladies infectieuses, donc où je suis arrivée en 91. Et en fait, mon parcours professionnel, il a vraiment été très orienté par ce que j'y ai trouvé, puisque c'était en 91, c'était le début de l'épidémie du VIH. Et donc, j'ai été nommée, il y avait besoin, je dirais, de médecins à l'époque, j'étais nommée comme praticien sur un poste fléché SIDA. Voilà. Et donc, j'avais une petite trentaine, hein, donc je me suis affrontée à cette pathologie avec des patients qui avaient à peu près mon âge. Donc, ça a été bien sûr compliqué et il a fallu inventer plein de choses parce que cette pathologie, on ne la connaissait pas, qu'elle nous mettait en échec en permanence. Et donc, il a fallu travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est un événement très fondateur dans mon parcours. Je me suis rendu compte là, à ce moment-là, que en tant que médecin, je ne pouvais pas forcément toute seule faire ce qui était nécessaire pour résoudre le problème. Par exemple, une patiente qui avait besoin d'un traitement, hein, vous vous rappelez, à l'époque, c'était compliqué, c'était des trithérapies. Et en fait, si le problème social était sa priorité, hein, pas de logement, eh bien, la trithérapie, pour éventuellement essayer de vivre un peu plus longtemps, n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc, vraiment, j'ai appris la pluridisciplinarité, puis comment, en mettant autour de la table plusieurs personnes, hein, comment travailler en intelligence collective pouvait être important. Et puis, en même temps, je suis citoyenne et depuis longtemps motivée par la question de l'environnement. Bon, je circule, voilà, je crois que j'ai dû faire 1 fois et demie le tour de la Terre en vélo, voilà, à peu près, hein, donc en parcourant les rues de Bordeaux au quotidien. Et à un moment, j'ai vraiment éprouvé le besoin d'aller voir ce qui se faisait et j'ai rejoint le mouvement des colibris en 2010. Alors, je crois que je peux dire aujourd'hui que ça m'a peut-être évité une écodépression, hein. À l'époque, ça n'existait pas, mais je devais en avoir les prémices. Et puis, donc, j'ai trouvé d'autres personnes. Et là, pour moi, ça, c'est déjà une notion extrêmement importante. Marie l'a un peu dit, c'est comment, pour avancer, trouver des personnes avec lesquelles on va pouvoir travailler. Et on se tutoie, Marie et moi, parce qu'on parcourt maintenant un chemin depuis récemment, hein, depuis 2 ans, mais c'est extrêmement important et je ne serais pas allée aussi loin si je n'avais pas eu des appuis comme Marie ou comme une autre Marie au Colibri un peu avant. Voilà, donc voilà mon parcours. Et
finalement, j'ai rejoint le groupe développement durable du CHU de Bordeaux en 2012 et bon voilà, il y avait un plan de déplacement, j'ai vu qu'ils cherchaient des volontaires, j'y suis allée et puis finalement, bah, j'ai même pris du grade puisqu'en 2016, on m'a demandé d'être copilote du groupe développement durable de l'hôpital. Voilà, voilà un peu mon résumé. Comment ça a démarré, Noël? Quel a été le déclencheur pour te lancer dans cette démarche au sein du CHU, hein? Alors, cette place-là est vraiment, je mesure aujourd'hui combien cette place a été intéressante. En fait, c'est Bordeaux, le CHU de Bordeaux, c'est 14 000 salariés. Donc, j'étais à la fois parmi ces 14 000 salariés, donc dans une unité de soins avec des infirmières, des aides-soignantes, des ASH, des cadres de santé, d'autres médecins avec lesquels je communiquais. Et donc là, quand j'étais dans l'unité, on me disait, mais le CHU ne fait rien, c'est quand même nul, on ne fait pas le tri, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, il ne se passe rien. Donc, je voyais qu'il y avait un mécontentement et en même temps une envie de faire, puisque je voyais des petites filières de tri se mettre en place. J'ai découvert après même des filières de tri mises en place par des techniciennes de laboratoire. Et puis en même temps, je me suis rapprochée de la direction et là, je me suis rendu compte que la direction faisait beaucoup de choses. Depuis 2008, le CHU de Bordeaux était en piste, bon, avec les obligations réglementaires sur les plans de déplacement, sur l'isolation des bâtiments, sur la création de bâtiments avec des critères HPSE, etc. Donc finalement, j'ai pu de cette place me dire peut-être qu'il faudrait mettre un peu de visibilité dans cette histoire. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faudrait qu'on puisse créer un groupe, avancer. Et là, mon idée a été d'aller voir s'il y avait d'autres praticiens hospitaliers comme moi qui étaient intéressés par cette question. Et à l'époque, en 2019, j'ai monté un groupe que j'appelais PHDD. Bon, pas très joli, hein, praticien hospitalier développement durable. Et là, j'ai interpellé des collègues, j'ai interpellé des personnes que je savais sensibles. Le bouche à oreille a fonctionné. On a fait on a fait une première réunion. Bon, c'était un bide total puisqu'on était 3. Mais alors, deuxième point, il faut être acharné dans cette histoire-là. Et je me suis dit, bon, c'est pas parce qu'on est 3, alors bien sûr, c'était pas le bon moment, etc. C'était pas le bon horaire, etc. Finalement, j'ai perduré, on a refait. Et finalement, on a été un peu plus. Et à ce moment-là, je suis allée voir un de mes collègues en réanimation médicale. Et là, je me suis aperçue qu'il faisait un peu la même chose que moi dans mon unité. Et là, je me suis dit, on va le faire ensemble. Parce que, et là, c'est une évidence, Marie, tu l'as un peu dit, vu l'urgence, on ne peut pas se permettre de refaire des choses qui sont déjà faites à côté et qui a un besoin vraiment de mutualiser, de travailler ensemble, de créer des outils communs, etc. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose au niveau du CHU, peut-être rassembler nos expériences et donc avancer comme ça. Et alors, je dois dire que je pense l'élément déclencheur, c'est une histoire de bassine. Voilà. Alors, je vous raconte l'histoire de la bassine. J'étais donc avec l'ingénieur développement durable et un infirmier de réa chirurgicale vient nous voir en disant, voilà, moi, je veux que ma réanimation chirurgicale soit durable. Et donc, j'ai écrit un projet. Et on lit le projet, donc mieux trier les déchets, etc. Et puis, dans le projet, il y avait faire la toilette des patients avec une bassine de 5 litres plutôt qu'une bassine de 10 litres. Bon, à ce moment-là, j'étais un peu prise dans l'unité, donc je n'ai pas eu le temps finalement d'intégrer complètement cette dimension de la bassine. Mais après, finalement, ça a cheminé. Je me suis dit, mais finalement, il n'y a qu'un infirmier ou une aide-soignante pour avoir une idée pareille. Et donc, tu l'as un peu dit, Marie, mais si on veut que nos hôpitaux soient durables, il faut changer à peu près les 100 000 gestes que l'hôpital, que les professionnels de santé font tous les jours. Alors, professionnel de santé, l'infirmière, le médecin, le jardinier, le logisticien, le pharmacien, le fabricant, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est, si on veut avancer, il faut partir, il faut le faire avec ceux qui font.
Et donc, la bassine, c'est un infirmier qui a eu l'idée parce que c'est son quotidien et c'est lui-même qui fait le constat qu'il pourrait économiser de l'eau. Alors, c'est intéressant parce qu'il va aussi économiser son dos. Mais donc, c'est lui qui propose ce geste. Et là, finalement, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure, qui est laquelle? L'aventure des unités durables. Voilà. Donc, oui, Noël, comment tu as vas-y. fait pour embarquer la direction, d'autres collègues? Quelles transformations ont été lancées et quels ont été les impacts concrets? Oui. Alors, muni de mon histoire de bassine, donc 2019, donc finalement, on a rassemblé quelques équipes. Et puis, 2020, changement de direction. Alors, le temps aussi est important, hein, le temps, voilà, le temps, le Covid est arrivé, ça a bougé beaucoup de choses, hein, donc on est des individus, certains motivés, on va se retrouver, mais on est aussi dans un contexte. Et ça, je pense que c'est important. Tu l'as dit, depuis 2 ans, les choses ont beaucoup bougé. Et donc, en 2020, j'ai proposé à la direction de travailler sur finalement des unités durables. C'est-à-dire, c'était un peu l'idée, alors, dans le passé, d'autres avaient travaillé sur les blocs durables. Ce Quentin Philippon m'avait mis dans l'oreille la réanimation durable. Et après, je me suis dit, bah, et après tout, pourquoi on ne développerait pas ce concept d'unité durable, quelle qu'elle soit? Et donc, j'ai proposé à la direction de créer un groupe unité durable, hein. On l'avait travaillé, mûri avec d'autres médecins, avec mes médecins du PHDD. Et donc, on a proposé à la direction de créer un groupe pour finalement, donc il y avait 8 unités pilotes. On s'est mis autour de la table. Il y avait, alors ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'il y avait des médecins, des infirmières, des cadres de santé, aides-soignantes, techniciennes de labo, pharmaciens. Et puis, on a été soutenus par, ça a été extrêmement important, par les équipes hein, qui travaillent déjà, je pense notamment des services transversaux comme la médecin hygiéniste qui a eu un rôle extrêmement important. Et puis, bien sûr, le responsable déchets, la conseillère en mobilité. Et puis, on s'est mis autour de la table, on a dit, voilà, c'est quoi les priorités? Qu'est-ce qu'on voudrait changer en premier pour que nos unités soient plus durables? Donc, bien sûr, comme souvent, la question des déchets a été une des actions proposées, hein, mieux trier les dasseries, hein, les déchets à risque infectieux. Mais nous avait rejoint aussi l'équipe pertinence, qui avait un projet sur la pertinence des soins et qui a dit, mais il faut qu'on travaille sur la pertinence, parce qu'entre l'écologie et la pertinence des soins, on se rejoint. Et donc, on a finalement travaillé sur une dizaine de thèmes, hein, pertinence des soins, l'usage unique, le tri des déchets, la mobilité. Et donc, on a décidé ensemble d'écrire finalement, si je veux améliorer le tri des déchets dans mon équipe, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, c'est quoi ma démarche? Ben, je rassemble l'équipe, j'amène quoi comme outil? Est-ce que je fais un test avant, une évaluation après? Et donc, d'emblée, on a proposé d'écrire une démarche et puis en même temps de mettre à disposition les outils. Et je vous donne juste un exemple, mais pour mieux trier les dasseries, eh bien, une évidence était qu'il fallait refaire les affiches de tri qui sont dans les unités pour les adapter aux services de médecine et de spécialité, un deuxième type d'affiche pour les laboratoires et un troisième type d'affiche pour les blocs opératoires et les réanimations. Donc, vous voyez, ce sont des choses extrêmement concrètes, mais qui ont besoin d'être écrites ensemble avec la médecin hygiéniste. Là, c'était vraiment important. Et puis, finalement, qu'on a décidé de mettre finalement à disposition des autres unités qui voudraient se lancer. Et finalement, ben, ce dont je vous parle, c'est ça. Tu en as parlé un petit peu, Marie, c'est un guide qui s'appelle le guide des unités durables et qui donne, ben, vous voyez, il y a la bassine qui n'est pas loin, mais il y a, finalement, on a rajouté plein de
d'expérience, plein de démarches. Il y a par exemple une collègue en anapath qui fait attention à sa consommation de formol. Et donc, le formol, c'est un produit qui est nécessaire pour faire de l'anapath, hein, pour étudier les prélèvements de biopsie. Et en fait, le formol, c'est un très vilain produit, hein, qui est toxique, qui donne des cancers, etc. Donc, à consommer avec modération. Et donc, Anne Rullier, en l'occurrence, a proposé de consommer le formol autrement. Donc, ça rejoint la question d'une modération de consommation qui va être bénéfique, bien sûr, si on utilise moins de produits. Bon, ce n'est pas le prix du formol, mais moins de produits, mais aussi qui sera bénéfique pour l'environnement si on consomme moins de certains produits toxiques. Donc voilà, on a colligé un certain nombre d'expériences et d'exemples que nous avons co-écrits. Voilà, ça c'est vraiment la clé, on l'a travaillé ensemble. Pour toi, quels sont les points clés de la réussite et quels conseils pratiques donnerais-tu aux participants qui t'écoutent et qui vont peut-être vouloir s'engager comme toi dès demain? Alors, des conseils, je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est bon, il faut de l'énergie, c'est sûr. Il ne faut pas bon, ça c'est une qualité sur le plan humain, hein. Il ne faut pas hésiter si ça ne marche pas, voilà, ne pas se décourager. Bon, la réunion où il y a 3 personnes, je l'avais préparée un petit peu en amont, hein, cette réunion des PhDD, c'est le bide total, mais je m'acharne. Donc, il faut être un peu acharné. Je pense que c'est important. Pas se décourager si ça ne marche pas la première fois. Garder sa bonne humeur. Et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment important. Et puis, savoir s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ça, je crois que c'est important. Et bon, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a 2 ans, c'était compliqué parce que voilà, on ne voyait rien sur la transformation écologique en santé. Et le fait voilà, qu'on puisse reconnaître que d'autres personnes travaillent sur la même chose, ça, c'est vraiment important. Mais dans l'hôpital, pour moi, ce qui a été, je pense, extrêmement important, c'est, oui, de pouvoir m'appuyer, de pouvoir travailler avec d'autres personnes. Je pense aussi qu'il faut avoir une certaine légitimité. Et je pense que j'avais mûri un peu mon projet avant d'aller le présenter à la direction. Mais j'ai eu la chance que la direction m'entende, hein, donc ça, c'était vraiment un point important. Et puis, après, je pense, et là d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, mais on va évaluer le travail. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir donner des arguments sur le fait que bah, c'est important et que ce dispositif, bah, il a un intérêt. Et bon, très vite, hein, j'ai essayé, moi, de lister comme ça, de faire remonter quand j'ai proposé le projet à la direction, j'ai montré mon feeling, mon impression que ça pouvait améliorer, avoir un bénéfice sur le plan écologique, bien évidemment, mais aussi sur le plan économique. Alors après, il faut choisir un peu pour persuader, il faut bien sûr savoir à qui on s'adresse. Bien sûr, si on s'adresse au directeur financier, on va plutôt parler d'économie. Si on s'adresse aux salariés pour les embarquer, c'est pas le bon moyen parce qu'ils en ont ras-le-bol qu'on leur demande de faire des économies depuis 25 ans ou 30 ans. Et puis, je crois qu'il y a un point important à mettre en avant dans cette histoire, c'est qu'on va y gagner. Qu'on va y gagner, et là, c'est évident hein, sur ce qu'on a commencé à écrire, hein, puisqu'on a un petit outil qui s'appelle l'outil 3D. Bon, c'est très… alors, vous n'allez rien voir, bien sûr. Vous ne voyez rien, c'est ça? Non, on ne voit pas. Bon, en fait, c'est pour une action, montrer son impact positif, négatif sur le plan écologique, positif, négatif sur le plan économique, positif, négatif sur le plan humain. Et donc, très vite, on s'est aperçu que finalement, quelquefois, on partait sur une action à visée écologique, mais qu'on avait un impact sur le plan humain. Et ça, pour aller chercher d'autres salariés, c'est vraiment important de dire on va le faire parce qu'il faut qu'on le fasse sur le plan écologique, mais on va peut-être gagner du temps. Alors, on va peut-être passer un peu de temps pour
pour faire l'action, mais on va aussi gagner du temps parce que si on utilise moins de dispositifs médicaux, on va peut-être faire moins de manutention, on va occuper moins d'espace, et puis on sera peut-être content aussi d'avoir une action qui est valorisante. Et ça, c'est un point extrêmement important aussi, c'est que dès le départ, avec la direction, donc j'ai copiloté ce travail avec le secrétaire général, on a vraiment eu le souci d'emblée de valoriser le travail effectué et donc d'envisager de labelliser les équipes engagées. Et ça c'est un point extrêmement important. Tu as parlé tout à l'heure de célébrer, tu as parlé de sens aussi, et il faut vraiment arriver à montrer que ce qu'on va faire là ensemble, ça a du sens. Ça a du sens pour nous en tant que professionnels, ça a du sens pour la planète et pour l'enjeu, bien sûr. Ça a du sens aussi pour les patients. Et là, on a rapporté, par exemple, une toilette, la toilette éco-conçue, qui est proposée par une aide-soignante. Mais c'est merveilleux. En fait, à la fois, c'est intéressant parce qu'elle va économiser du linge. Donc, du linge, c'est de l'eau, c'est de l'énergie, du linge qui ne sera pas lavé puisqu'il n'a pas été utilisé. Elle va économiser finalement sur des gants de toilette. C'est-à-dire qu'elle rentre dans la chambre du patient, elle fait une évaluation des besoins et elle revient dans la chambre du patient avec le strict nécessaire. Pas moins, mais pas plus. Et sachant que si elle rentre avec plus, ça ne pourra pas être utilisé, ça ne pourra pas ressortir de la chambre avec, bien sûr, les problèmes nosocomiaux et d'infection actuellement. Donc, finalement, cette Angélique qui raconte son expérience, elle raconte aussi que ça redonne du sens et qu'elle va faire une toilette qui est adaptée à ce patient. Et elle ressort de ce soin qui, pour elle, a une valeur importante. Elle a fait attention, elle a adapté son soin au patient et en plus, elle a eu une action écologique. Donc, pour elle, c'est gagnant sur tous les plans. Voilà, donc je crois que pour embarquer, il faut arriver à persuader, à montrer que le projet est intéressant. Donc, si c'est vis-à-vis de la direction, si on veut mobiliser tous les acteurs, si on veut transformer notre hôpital, il faut le faire avec les acteurs. Ce sont eux qui savent, on va les aider, on va les accompagner, mais ce sont eux qui savent. Et puis, quand on veut aller mobiliser d'autres équipes, essayer de mettre en avant tous les bénéfices que je viens un petit peu de partager. Voilà un petit peu sur la façon de motiver. Et puis, un point important, c'est qu'aujourd'hui, mon énergie, je la dépense pour aller chercher les personnes motivées. Pour l'instant, les récalcitrants, on verra plus tard. C'est-à-dire que on a déjà pas mal de professionnels dans l'établissement qui sont motivés. Allons les chercher, appuyons-nous sur eux. Donc là, on est en train actuellement d'aller chercher d'autres équipes qui ont envie de s'investir. On va les engager avec nous. On est même en train d'engager d'autres établissements puisqu'on a répondu à un appel à défi. On a eu un financement et là, on est en train aussi d'embarquer dans cet appel à défi le centre hospitalier de Niort. Donc là, l'idée, c'est de travailler à plusieurs. Bon, je sais que dans l'Assemblée, il y a Béatrice qui est de Bergerac. Donc là, l'idée, ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein d'énergie partout et on va aller chercher ces énergies, s'appuyer, travailler ensemble et donc finalement faire synergie et ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà un petit peu sur les appuis. Pour toi, quels sont les grands enseignements de cette démarche que tu as conduite à titre personnel et au titre du collectif? Alors, à titre personnel, et je ne suis pas seule à le penser, et je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent comprendront certainement ça. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période quand même qui est difficile, qui est assez angoissante. Je pense que cette question de l'écologie, si on est réunis ce soir, c'est vraiment avec cette même motivation. Je pense que
pour un certain nombre de personnes, ne rien faire, c'est extrêmement douloureux. Donc, s'engager dans l'action, ne veut pas dire permet de traiter son éco-anxiété, mais permet finalement d'avancer et de positiver cette énergie et d'en faire quelque chose. Hein. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Et moi, en tout cas, ça m'apporte la satisfaction de mettre en accord les moi professionnelle et moi citoyenne. Et ça, je pense que je ne suis pas la seule avec cette optique-là, finalement, de retrouver du sens, de retrouver une certaine verticalité. Je dirais à l'inverse, le malaise de certains professionnels qui font tout bien à la maison, hein, qui essaient de trier, de plus consommer de viande, de se déplacer en vélo. Je suis sûre qu'il y en a dans l'assistance. Et puis, ils arrivent dans leur structure et là, c'est je jette n'importe comment, je jette les médicaments. J'ai le témoignage d'une infirmière qui me dit, moi, quand je jette des médicaments périmés, j'ai envie de pleurer. Donc, finalement, pouvoir faire sur son lieu de travail ce qu'on fait à la maison, qui correspond à une conviction, bien évidemment, là, on parle de personnes convaincues, eh bien, ça permet finalement de se réaxer. Et ça, moi, je l'entends vraiment beaucoup. J'ai ce témoignage d'une technicienne de labo qui était un peu prête à abandonner, bon, voilà, qui se sentait très robotisée par une automatisation de ses tâches et qui finalement retrouve du sens et qui voilà, qui est à nouveau satisfaite de travailler sur un projet collectif. Ça, c'est un point extrêmement important. Ce travail proposé, il se fait en équipe. Et c'est un facteur extrêmement intéressant de dynamique d'équipe. Et c'est vrai qu'actuellement, voilà, c'est difficile à l'hôpital. Et là, c'est un sujet commun qui peut faire travailler ensemble toute une équipe. Et je reviens sur ce que je disais au départ, comme avec le patient VIH, le médecin, l'infirmière, l'ASH, le cadre de santé, etc. Et là, on va pouvoir tous travailler ensemble, parce que tu parlais tout à l'heure de pertinence des soins, mais dans plein d'actes, je donne un exemple. On a travaillé sur la redondance de la demande de groupe sanguin. A priori, quand on est avec un groupe sanguin, on le garde. Et donc, on n'est quelquefois pas très bien organisé, le groupe sanguin n'est pas visible, on en a besoin pour une intervention, on va refaire un groupe sanguin. D'accord ? Ça, typiquement, c'est une aberration. Et là, ça fait partie des économies dont tu parlais tout à l'heure. Donc, ça veut dire que dans ce travail, on avait fait un staff sur la pertinence du soin concernant ce sujet. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour que tout le monde ait compris qu'on ne va pas refaire le groupe sanguin. Donc, on a mis autour de la table quelqu'un de l'établissement du sang, l'infirmière qui va éventuellement faire le geste de la prise de sang, les médecins qui prescrivent, comment on fait avant une transfusion, etc. Et donc, on a mis tout le monde autour de la table. Et donc là, c'est vraiment un travail d'équipe parce que là, on a dû décloisonner. Et ce n'est pas le médecin qui va dire, bon, maintenant, on arrête de faire redondance. Oui, mais comment ça se fait avec les autres? Et est-ce que si on est plusieurs à vérifier qu'eux, on va probablement y arriver mieux. Donc, et c'est comme ça dans plein d'endroits, dans les parcours de patients. Tu parlais tout à l'heure de logistique de médicaments, de dispositifs médicaux. Il est évident que on a eu un très joli congrès sur les dispositifs médicaux en cardiologie. Eh bien, il y avait un très bel exposé sur comment on fait pour ne faire venir qu'un seul camion, tu en as parlé tout à l'heure, avec les dispositifs médicaux pour ce service qu'on a besoin. Il va arriver avec tout suffisant pour une durée déterminée et pas un jour avec une caisse à moitié vide, le lendemain avec une caisse à 2/3 vide, etc. Et donc, là, ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Donc, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que si on veut transformer nos actes du quotidien à l'hôpital, et
ils sont extrêmement nombreux, eh bien, dans plein d'endroits, il va falloir mettre autour de la table les différents acteurs, décloisonner, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, pour finalement le faire ensemble. Et pour revenir, moi, sur l'enseignement que j'ai trouvé là dans cette façon de faire, c'est que je me retrouve là, finalement, colibri dans mon entreprise, hein, ce qui avait été proposé par des collègues des colibris, puisque je suis colibri donc depuis quelques années. Et finalement, une amie, une Marie avait eu cette idée des colibris dans l'entreprise. Et c'est bien ça dont on parle aujourd'hui. C'est comment je peux, moi, de ma place, mettre en place quelque chose, proposer, le faire avec d'autres, aller chercher, aller tirer la manche du décideur, et puis finalement arriver à mettre en place dans mon entreprise ce qui me tient tellement à cœur. Voilà, ça c'est l'expérience sur le plan perso. Et sur le plan collectif, et puis après on laissera du temps pour les échanges, mais sur le plan collectif, je ne suis pas loin d'être persuadée que cette façon qu'on a utilisée pour faire ce guide, pour produire quelque chose ensemble, pour être retenue comme un modèle pour résoudre à plusieurs des problèmes. Voilà, vous êtes dans votre entreprise, il y a une difficulté, eh bien, voilà, est-ce qu'on peut pas mettre autour de la table les différentes professions? Alors peut-être ça se fait dans certaines entreprises. Nous, à l'hôpital, on est souvent un peu cloisonnés. Et donc là, vraiment, moi, pour l'expérience, c'est une gouvernance. C'est une gouvernance autre où on va chercher l'expérience, le leadership des professionnels qui ont leur mot à dire. Voilà pour moi l'expérience sur le plan collectif. Et vous voyez, j'avais un rendez-vous normalement avec notre directeur des ressources humaines aujourd'hui. Bon, il n'a pas pu, mais le rendez-vous est repoussé. Mais voilà, je voudrais aller rencontrer le DRH pour lui dire ma façon de penser. Et voilà, mais je pousse une porte, hein, et je suis légitime pour ça, après tout. Hein, j'ai le droit de donner mon avis, de suggérer. Et je crois qu'il faut s'autoriser à aller tirer la manche, à aller rencontrer. Je suis allée rencontrer le directeur de l'hôpital pour lui dire ma façon de voir les choses. Et je crois qu'il faut peut-être oser interpeller et dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire quelque chose ensemble? Voilà, je m'arrête là, peut-être pour laisser un temps d'échange. Merci beaucoup, hein, c'était passionnant. Oui, merci, merci Noël. Je pense que la conclusion résume ce qu'on essaie de faire ce soir. Ce que Noël a dit, c'est il faut oser. Voilà. Et je pense que vous avez un exemple vivant de quelqu'un qui a osé, qui a eu un impact vraiment important, et qui en plus en a retiré beaucoup pour elle-même. Ça n'a pas été mal vu, d'après ce qu'on a compris. C'est la crainte qu'on peut avoir parfois, quand on sort un peu de sa fiche de poste. Mais en tout cas, voilà, il faut oser, c'est possible et ça peut avoir un impact très, très important. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement inspirant. Alors, il y a une question sur les patients. Ça a été un tout petit peu évoqué, mais je reviens sur cette question. Est-ce que les patients ou des groupes de patients ont été associés à cette démarche? Et une autre partie de la question, voilà, est-ce que Noël, tu recommandes finalement que les patients ou des patients individuels s'expriment sur ces sujets, voilà, et comment le faire? Oui. Alors, pour l'instant, Marie l'a dit tout à l'heure, on est à une phase de prise de conscience. Alors, pardon, Noël, je précise que le sondage est en ligne. Voilà. Mais c'est voilà. tout, pardon. On est à une phase de prise de conscience, Marie l'a dit, tout ce que Marie vous a raconté, c'est récent, les données du Shift Project, c'est récent. Nous, on a pour l'instant un énorme problème dans nos établissements de culture, développement durable, transformation écologique. Donc, on a un énorme travail de sensibilisation. D'ailleurs, on commence à faire entrer des fresques du climat dans nos établissements, fresques de la santé, Plan Health Sphere, enfin voilà. Donc, il y a un travail autour de la sensibilisation de nos professionnels.
je donne juste un exemple, quand on interroge, on a fait une enquête auprès de professionnels de plusieurs établissements, quand on les interroge, on leur dit qu'est-ce qui impacte le plus dans notre hôpital? Ce sont les déchets qui arrivent en premier. D'accord? Vous avez vu le petit graphe de Marie tout à l'heure. Non, ce ne sont pas les déchets. C'est important les déchets, mais ce qui est vraiment le plus impactant, Marie l'a dit, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc pour l'instant, on a un énorme boulot de sensibilisation, changement climatique, et de formation. C'est-à-dire, ce que vous a dit Marie tout à l'heure, en fait, il faudrait que ce soit dans plein de têtes, de façon simplifiée peut-être. Mais en tout cas, le message qu'a fait passer Marie, il est essentiel. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut qu'on propose d'autres façons de faire, et c'est vraiment l'optique de ce guide des unités durables, hein, c'est donner les outils, donner des exemples pour faire autrement. Donc là, vous voyez, vous imaginez l'énorme travail qu'on a à faire. Et moi, je n'arrête pas de répéter que là, l'étape suivante, mais qu'il faut qu'on fasse très, très vite, c'est d'embarquer les usagers. Et Marie l'a dit, il faut qu'on parle de prévention, on n'en fait pas assez. Il faut qu'on sensibilise les usagers sur les citoyens, les usagers sur la fragilité de notre système de santé aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on consomme à tout va, qu'on gâche, qu'on ne mesure pas, qu'on ne compte pas à la dépense de partout, hein, qu'on imagine que la santé, c'est gratuit. Et là, il va falloir prendre conscience que ce n'est pas le cas et sans vouloir inquiéter. Là, j'étais à une réunion tout à l'heure, on parle de plus en plus de pénurie de médicaments, de pénurie de dispositifs médicaux. Donc, nous, on est en train de basculer sur, on veut une santé plus écologique, mais on veut aussi, ce que disait mon collègue cardiologue, on aimerait bien pouvoir continuer à soigner les patients. Et donc, à un moment ou à un autre, il va falloir aussi qu'on embarque les usagers en disant attention, nos ressources sont limitées. Bon, je peux donner un exemple très, très tranquille. Hein. Il se trouve que j'ai une vieille maman, une vieille belle-mère. J'ai rangé les pharmacies. Il y avait juste 12 à 15 boîtes de Doliprane dans chaque pharmacie. D'accord? Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On m'a fait une ordonnance il y a 2 jours. Eh bien, j'aurais pu prendre tout. Eh bien, il se trouve qu'à la maison, j'avais déjà 2 des 3 médicaments proposés. Je n'ai pas pris. J'ai pas pris. Mais sur l'ordonnance, il faudrait même vérifier que vous n'avez pas déjà ce médicament à la maison. OK? Donc, je crois que ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement fort. Le déplacement des patients, Marie l'a dit, c'est un enjeu extrêmement fort. On est en train, par exemple, en dialyse, de montrer que le déplacement des patients pèse beaucoup dans la dialyse. Alors, ça ne veut pas dire que les patients vont se débrouiller à aller seuls en dialyse s'ils sont fatigués, mais il faut qu'on sensibilise la question, les patients, les usagers sur la question des déplacements, sur les dispositifs médicaux. On vérifie qu'on n'a rien dans sa pharmacie. Il ne faut pas forcément… il y a plein de problèmes qui peuvent être réglés sans médicaments. Alors, on a d'ailleurs fait un webinaire avec un collectif national qui s'appelle Cause sur la déprescription. C'est-à-dire que avant de prendre un médicament contre le cholestérol, est-ce que je mange correctement? D'accord? En plus, le médicament contre le cholestérol, il n'est pas anodin. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas plus donner d'hypocholestérolémiant, mais je dis simplement que l'autre jour, on me demandait de prescrire un anticholestérolémiant à un patient normand de son état. Il mangeait juste 1,5 kg de crème fraîche par mois. On a un peu parlé de crème fraîche, quoi. Voilà. Et donc, c'est du rôle du médecin, c'est du rôle du patient, c'est la responsabilité de tous. Et donc, comment faire voilà, pour embarquer les patients? Et je suis sûre qu'il y en a plein qui sont prêts à nous suivre. Donc, on a commencé à prendre des contacts. On fera un webinaire vraiment avec les usagers avec ce collectif Cause. Et on embarquera des associations de patients. Il faut qu'on travaille avec, bien évidemment, hein, pour la pertinence des soins, la pertinence de la consommation des soins. Il faut qu'on trouve le bon milieu, bien évidemment. Merci Noël. Je vous redemande, hein, s'il vous plaît, de ne pas hésiter à renseigner le sondage. Hein, ça nous aide vraiment pour
évaluer, hein, Noël l'a dit, il faut évaluer ce que l'on fait. Donc, on a aussi envie d'évaluer ce que l'on fait. Par ailleurs, l'ADEME et le ministère de la Transition écologique qui nous soutiennent, hein, nous demandent de faire cette évaluation, c'est important. En parlant de Normandie, ça me fait faire le tour de la France. Est-ce que tu peux nous dire un mot, Noël, de la dimension nationale, en fait, et de l'impact national de ce que tu as fait? Parce que voilà, le CHU de Bordeaux peut être exemplaire et d'autres s'en inspirent. Et une autre partie de la question, c'est est-ce que pour convaincre ta direction au niveau du CHU de Bordeaux, parfois aussi tu leur dis, ben voilà ce que d'autres font dans d'autres. Du coup, l'importance de ce réseau national pour Oui, s'entraider, pour que les personnes qui veulent faire bouger les choses s'entraident oui, pour avancer. oui. Alors, c'est vrai que ce guide, on a communiqué. Euh, euh, Là, actuellement, c'est vrai que c'est une expérience originale. Il n'est pas parfait, c'est une première version, hein, bien évidemment, mais bon, il inspire. Donc, on le partage largement, hein. Et donc, là, on a eu 250 demandes à ce jour. Ça, c'est un premier point. Ensuite, un point important, effectivement, soulevé, c'est partager. Et là, Marie en a parlé tout à l'heure. Il y a 2 ans, on n'y voyait pas très clair. Et en fait, c'est au moment de la COP26 qu'on a commencé à créer du réseau grâce à une collègue anglaise qui a tapé à la porte de l'un de nous en disant « Vous faites quoi en France là en santé ?» Et finalement, on a créé ce réseau. Et ça peut être effectivement, ça peut être un levier pour certains d'entre vous, où finalement on a commencé à travailler entre nous et puis finalement, oui, là-bas ils font ça, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Et puis moi je fais ça, je vous le partage. Et c'est vrai, dans les freins que j'avais soulevés, que j'avais listés, quelquefois c'est vrai que ça coince. Et là, je pense qu'il peut être pas mal de s'appuyer sur un tiers. Et un tiers, ça peut être dire, mais attendez, là, on a cette difficulté, mais vous savez que ailleurs ils font ça. Et donc, le fait effectivement de se créer un réseau dans son champ professionnel, c'est extrêmement aidant. Et avec Marie, on le sait bien. Et je suis sûre que l'expérience de Bordeaux peut servir. Là, par exemple, je suis en train d'écrire ma fiche de mission qui n'existe pas, hein. Je n'ai pas un temps officiel. Donc, je me suis débrouillée, hein, OK? Et donc, je suis en train aujourd'hui, donc je me suis débrouillée grâce à mon chef de service qui a accepté que je libère un peu de temps, etc. J'ai un peu bricolé. Il faut savoir bricoler, hein, il faut savoir bricoler pour s'engager. Et donc, aujourd'hui, j'écris ma fiche de mission en disant, voilà, j'ai fait ça, 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 ça. Ça m'a pris tant de temps, ça occupe, voilà, grosso modo, on peut dire que pour ce dispositif, ça m'a pris 40% de mon temps. Et bien maintenant, ça serait bien que si je m'en vais, on puisse officialiser ce temps et que ça puisse être reconnu. Alors, ça veut dire que ça, je vais faire cette demande à ma direction, mais je vais aussi passer par le canal du travail national, au national que nous faisons, pour dire, attendez, là, dans plein d'établissements, il n'y a pas de médecin, il faut qu'il y ait un médecin qui soit copilote, c'est une expérience intéressante, et il faut que ce médecin ait du temps dédié aux côtés de l'ingénieur, etc. Donc, c'est aller chercher finalement au national, aller aussi tirer la manche auprès des ministères, hein, parce qu'on est en train de faire ce travail avec d'autres, aller chercher, et avec Marie, on fait un gros travail au sein de ce collectif Cause. On a écrit plusieurs communiqués de presse pour interpeller le ministère en disant, voilà, si vous voulez que la santé évolue sur le plan et se transforme sur le plan écologique, mais il va falloir donner des moyens, hein. Il faudra du temps dédié, il faudra des moyens, ça a été évoqué tout à l'heure, il faudra peut-être effectivement investir. Donc, c'est ne pas hésiter aussi à aller taper un peu haut, mais en vous étant bien sûr appuyé. Je ne l'aurais pas fait seul, hein, je l'ai fait parce que on le fait parce qu'on est dans un réseau, qu'on voit qu'on a tous les mêmes difficultés et que l'union pourra faire la force, peut-être. Merci Marie. Encore une fois, n'hésitez pas à renseigner le sondage. Il y a une question que tout le monde se pose, qui a inquiété tout le monde dès le début de ton intervention.
ce n'est pas possible que tu partes à la retraite. Alors, donc, donc, je ne pars pas à la retraite. Ouf. J'ai demandé, alors là, j'ai un temps officiel de 20%. J'ai demandé 2 vacations pour continuer à travailler donc 1 jour par semaine. Donc là, c'est très officiel, c'est que sur le développement durable, sur la transformation écologique. Bon, et bien sûr, hein, je ne vous cache pas que, ben voilà, demain, je ne suis théoriquement pas dans ce 20%, mais pour autant, j'aurai le retour, une visio pour un retour de formation. Je serai avec Marie au collectif national Cause. Donc, oui, bien sûr, je donne aussi de mon temps personnel, ça c'est évident. Donc, là, aujourd'hui, il faut peut-être accepter que nous sommes en période de transition aussi pour ça. On est en train de défricher, d'ouvrir des portes. Et donc, ça veut dire que qu'un médecin transition écologique, ça n'existe pas. Enfin, qui donne beaucoup de son temps pour ça, ça n'existe pas. Donc, là, aujourd'hui, c'est se donner les moyens que ça puisse exister. Mais pour dire les choses, hein, j'avais réduit mon temps de travail personnel à 80 puis à 60% pour pouvoir aussi donner de mon temps personnel. Donc, il y a de la conviction personnelle, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut officialiser et basculer sur quelque chose, on le partage souvent avec Marie, on ne pourra pas demander à ceux qui nous suivent de continuer à le faire de façon bénévole, hein, pour dire les choses. Voilà. Donc, ça, c'est un aspect, on ouvre une porte, il faut accepter, oui, on donne beaucoup de notre temps, mais on est convaincu et on le fait pour ça. Hein. Mais il faut arriver justement à passer à une officialisation de ce temps offert pour la transition en santé. Merci beaucoup, vraiment un très grand merci. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Il y en a d'autres comme ça, mais c'est un de ces webinaires où on n'a pas envie d'arrêter. Et donc, vraiment, merci énormément, hein, Marie et Noël, hein, de nous avoir autant captivés et inspirés. Mon vœu, évidemment, c'est que tous les participants, ou une majorité, que ça déclenche en vous l'envie d'agir également, le fait de comprendre que c'est possible, hein, d'oser le faire. Bien sûr, ce n'est pas facile, on n'a pas tous le courage, la générosité, le charisme de Noël, mais chacun a sa place. Hein. On peut faire bouger les choses au sein de son entreprise ou de son organisation, et c'est évidemment tout à fait essentiel. Voilà. Et je dirais, pour finir, pour ceux qui n'ont pas encore renseigné le sondage, s'il vous plaît, faites-le avant de vous coucher ce soir, hein, c'est important pour nous. Voilà, encore un grand merci. On est tous rassurés, évidemment, que tu ne partiras à la retraite que dans une vingtaine d'années, quand tu auras fini de décarboner le secteur de la santé avec Marie. Et on sera très heureux aussi de t'accueillir dans d'autres webinaires. Et merci à vous pour l'invitation. Merci 1000 fois. Merci. Merci beaucoup. à ESSEC Transition Alumni. Merci à vous, c'était vraiment passionnant et honnêtement, je ne m'attendais pas à… Enfin, c'est encore plus compliqué dans la santé que dans l'entreprise, en fait. Donc, et en écoutant, en effet, Noël, je vois que c'est les mêmes démarches et qu'on retrouve dans toutes les entreprises, mais avec tellement de spécificités en plus que je suis impressionnée, quoi. Parce que… Juste, je ferai une publicité pour le livre de Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organization, où en fait Frédéric Laloux, il explique que plus c'est complexe, plus il faut faire confiance plus il faut faire appel à ceux du terrain. Et moi, ça, je le ressens extrêmement fort. Et on l'a ressenti pendant le Covid. Pendant le Covid, on a demandé aux ASH de prendre des initiatives. Et je crois aujourd'hui que globalement, dans notre système, dans notre société, il faut arriver, pour moi, il y a une histoire de gouvernance qui est absolument essentielle. L'ordre qui émane d'en haut et qui descend comme ça jusqu'en bas, ça n'est plus possible. Alors, je ne prône pas l'anarchie, mais je pense qu'il faut vraiment, dans nos entreprises, s'appuyer sur
les salariés, s'appuyer sur la compétence de chacun. Après, il faut coordonner ça. Et lisez ce livre. Alors, prenez la version imagée de Frédéric Laloux, imagée par Étienne Appert. C'est merveilleux. Il y a un petit dessin de la forêt. C'est merveilleux. Et ça montre vraiment comment on doit s'appuyer sur celui qui fait au quotidien. Alors, on va l'accompagner, mais voilà, il donne des exemples, Herzog, voilà, c'est une histoire de management en fait. Hein, et il faut absolument, et je terminerai juste avec ça, j'ai déjeuné hier avec une jeune future directrice d'hôpital hein, qui termine sa formation et qui visiblement me dit que la jeune génération de directeurs d'hôpitaux, ils ont compris ça. Et là, vraiment, nous l'espérons tous. Le management est une histoire absolument, c'est fondamental. Il faut arrêter avec la gouvernance telle qu'on nous la sert. Il va falloir modifier la gouvernance de nos entreprises pour laisser plus de place, de leadership à ceux qui font. Et on va créer ensemble. Et voilà, ma conviction. Bravo. Merci beaucoup, Noël, et pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez continuer à faire. Et merci, Marie. Merci à vous, merci Marie, merci Merci Michel. à vous, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci.